Alors, on va essayer de tenter de comprendre les intentions, mais aussi les contradictions des différents acteurs de ce conflit. Et ils sont nombreux dans le décryptage de Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. On va commencer par parler des contradictions de l'Iran. Les mollahs, ils cherchent à sauver le régime par tous les moyens, mais lesquels? Ben oui, parce que les moyens peuvent être contradictoires. Soit c'est la course en avant et on s'engage dans une guerre à tout, j'allais dire à tout feu et à tout prix, ce qui est la marque des régimes tyranniques, mais en même temps avec l'éventualité assez probable qu'il y ait une défaite. Dans ce cas, comment sauver le régime, si ce n'est en essayant de trouver, sans perdre la face, une porte de négociation. Il y a un an qui ouvre ses portes, c'est Trump. Non pas parce qu'il veut sauver le régime islamique, mais parce que c'est une manière de se dire, lui, de se présenter, lui, de manière permanente comme le pacificateur. Ouais. Et le pacificateur, jusqu'à présent, il n'a pas pacifié grand-chose. Donc voilà la première idée pour les Iraniens, pour, je dis bien le régime iranien, c'est ça, c'est sauver à la fois la face et le régime, parce qu'il y a aussi une opposition interne. Voilà pour les contradictions des Iraniens. Puis du côté d'Israël, on l'a vu, réponse à la menace nucléaire iranienne, mais aussi les Israéliens qui tentent de faire oublier la situation à Gaza. Et pour les autorités israéliennes, c'est aussi une tentative de réconcilier une société qui se fractionne. Qui se fractionne autour de la question de Gaza. Alors qu'elle était soudée après le 7 octobre. Oui, c'est vrai. Autour de la gestion des affaires de Gaza, autour aussi surtout de cet immense fiasco israélien et Netanyahou, humanitaire, humaniste, moral, militaire, qui est, alors militaire peut-être pas, mais à quel prix. Et puis l'idée que Israël peut vouloir le renversement du régime iranien. Après tout, le régime iranien, il est quoi? Il est liberticide, il est oppresseur. On oublie toujours de voir ce qu'il y a à l'intérieur des enveloppes et des cadres. Pourquoi pas? Sauf que le problème, il est double. Si c'est un Israël qui, lui, rompt avec la démocratie et l'état de droit, on sera bien avancé, même s'il a renversé le régime iranien, et que le renversement du régime iranien peut arriver à un morcellement du territoire dont profiteraient des groupes djihadistes, des groupes opposants qui sont en marge du territoire iranien, et auquel cas, ça serait remplacer une oppression par plusieurs autres. Et puis il y a les États-Unis et les contradictions de Donald Trump. Alors lui, il n'est plus à une contradiction près, mais on a du mal à voir sa position sur ce conflit. Bon, si on considère toujours son ego, il y a cette importance de jouer le rôle de celui qui n'est pas affilié directement aux autres. En même temps, vous savez bien qu'Israël ne peut mener ses opérations, et notamment celles dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, qu'avec le soutien et même la logistique américaine. Alors, Trump essaye de montrer qu'il peut faire diversion, qu'il peut offrir des possibilités de négociation. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en rompant l'accord de 2015 avec l'Iran sur le nucléaire iranien, en le rompant en 2018, eh bien Trump a facilité la tâche à la République islamique d'Iran, qui a dit puisqu'on ne peut pas avoir confiance dans les États-Unis, allons-y, fonçons dans l'uranium. Bon, et bien voilà le résultat. Et donc pour Trump, c'est aussi la question, et la question que vous posiez à l'instant, de savoir pourquoi il a quitté le G7. Est-ce que c'est éventuellement pour évaluer les possibilités et les conditions d'une intervention américaine, alors que lui-même a toujours dit nous voulons nous prémunir de toutes ces guerres, disait-il, qui ne servent à rien. Alors, au-delà des paradoxes des uns et des autres, il y a des populations qui sont prises au piège dans tout ça. Des gens, qu'ils soient iraniens, gazaouis, israéliens. Et pour eux, quelle chance d'une solution diplomatique? Vous savez, la diplomatie, c'est quand on est relativement d'accord sur un minimum de choses. Sur le fait, par exemple, qu'il faut prémunir les vies, qu'il faut protéger les vies, ou sur le fait qu'il y a une conclusion possible qui serait avantageuse pour les deux. Alors pourquoi pas? On peut arriver à une conclusion sur le nucléaire iranien qui viserait à satisfaire les exigences d'un nucléaire iranien civil, sans pour autant faire renoncer les mollahs à un but. Et là, il faut bien reconnaître une chose, c'est que autant Israël surjoue le danger, parfois, de ce que peut être par exemple un État palestinien, sans conteste, autant le danger iranien avec la bombe nucléaire a été documenté et affirmé par membres de dirigeants iraniens, comme Ahmadinejad, depuis longtemps. Et donc, au fond, si on veut tirer une conclusion, quel est le véritable problème que soumet cette crise à nouveau? C'est le problème entre des États qui sont authentiquement démocratiques, d'autres qui ne le sont pas. Je sais, c'est extrêmement ringard ce que j'ai l'air de dire ici. Mais le fond du problème est bien là. Un Iran qui serait démocratique, aurait-il songé à fabriquer une bombe nucléaire militaire pour anéantir Israël? Non. Le problème, c'est que celui qui découvre et qui informe de cette chose, c'est Israël. Et qu'Israël est en train de découper la démocratie. Et pourtant, la seule solution possible, c'est d'avoir comme point de repère cette morale-là.
Est-ce que les uns et les autres l'auront? Est-ce que même les pays arabes qui, en secret, se satisfont du fait qu'Israël fait le boulot contre leur rival éternel, l'Iran? Tout ça, c'est compliqué. Et ce que j'essaie de démontrer là, c'est que la complexité de ces raisons et de ces contradictions fait que l'émergence d'une raison démocratique est extrêmement compliquée, d'autant que le chef du monde, entre guillemets, Donald Trump, n'est pas un parangon dans la matière. Ouais.